Bonsoir. Donc, je vais vous présenter l'hypnose ericksonienne évidemment, puisque c'est celle que je pratique dans mon cabinet. On va faire un petit point au niveau de l'histoire de l'hypnose également, et puis je vous expliquerai plus facilement après ma façon spécifique à moi de travailler, car chaque thérapeute ne travaille pas de la même façon en fonction de notre expérience, de notre formation et de notre enrichissement qu'on a au fil de nos conférences auxquelles on participe ou de nos lectures, on s'enrichit petit à petit. Donc je ne parlerai pas au nom de tous les hypnothérapeutes en hypnose ericksonienne, mais vraiment à mon titre personnel. Donc je vais vous présenter tout d'abord ce que c'est l'hypnose. Donc l'hypnose est très répandue, elle existe depuis l'origine de l'humanité. Dans de nombreux livres et de manuels de formation, on trouve la définition suivante. L'hypnose, c'est un état de conscience modifié, ou un EMC. C'est bien commode, mais ça reste quand même imprécis. Donc on va chercher, sur Wikipédia, on nous donne comme information que c'est un état passager d'attention modifiée chez le sujet, qui peut être produit par une autre personne, dans lequel différents phénomènes peuvent apparaître spontanément ou en réponse à différents stimuli, verbaux ou autres. Ces phénomènes comprennent un changement dans la conscience et la mémoire, une sensibilité accrue à la suggestion et l'apparition chez le sujet de réponses et d'idées qui ne lui sont pas familières dans son état naturel. Milton Erickson, quant à lui, nous dit que c'est un état de conscience dans lequel on présente à son patient une communication, une compréhension et des idées pour lui permettre d'utiliser cette compréhension et ces idées à l'intérieur de son propre répertoire d'apprentissage. La conscience, comment la définir? L'état de conscience modifié. Mais notre état de conscience se modifie sans cesse, à chaque instant de notre existence. Le plus simple, c'est peut-être de dire que l'hypnose est un état naturel que chacun expérimente plusieurs fois par jour. Quand vous regardez un film, quand vous lisez un livre, quand vous conduisez et que soudain vous vous rendez compte que ça fait quelques minutes que vous n'avez pas fait attention à la route et que vous vous trouvez déjà à cet endroit-là. Le mot exact est absorption. On est absorbé, on est en état de conscience modifié quand on est absorbé. L'hypnose ericksonienne, on sait souvent ce que c'est l'hypnose de spectacle, mais pas vraiment l'hypnose ericksonienne. Donc je vais plutôt vous expliquer ce qu'elle n'est pas. Ça sera plus facile pour vous peut-être de faire la jointure entre les deux. Ce n'est pas de la manipulation. L'hypnose ericksonienne ne peut fonctionner que si la personne est acteur, si ça va dans le sens de son éthique, de sa morale, de ses valeurs. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. On ne peut pas manipuler quelqu'un. Un patient peut très facilement résister en hypnose ericksonienne. Il n'y a aucune façon d'arriver à l'endormir. C'est un état de sommeil. Eh bien non, ce n'est pas un état de sommeil. On est entre deux zones, entre la zone du sommeil et la zone de l'éveil. C'est un état qu'on utilise parfois quand on fait de la sophrologie, de la méditation, de la relaxation. On navigue entre ces deux états. Alors parfois on touche presque le sommeil, donc on a tendance à déconnecter, et puis on a quand même cette sensibilité qui revient. Et quand on est en état d'hypnose, on entend l'hypnothérapeute, du début à la fin de la séance. Chaque mot est entendu, enregistré, on s'en rappelle. Puisque l'idée, c'est d'aller vous aider à aller chercher des ressources que vous avez en vous, vous aider à les décupler pour pouvoir vous en servir comme une clé, un outil. Donc l'hypnose ericksonienne, vous l'aurez compris, ce n'est pas comme à la télé. L'objectif de l'hypnose thérapeutique n'a rien à voir avec celle de l'hypnose de spectacle. Il est de vous aider à aller mieux, ou d'atteindre un objectif. Que se passe-t-il dans notre cerveau? Donc, il y a une répartition spatiale entre les deux hémisphères, hémisphère droit et hémisphère gauche. Dans l'hémisphère gauche, on dit qu'il régit essentiellement l'éveil. Il est reconnu comme responsable de la parole, de notre côté rationnel, logique, analytique. Et son mode d'action est considéré comme plutôt focalisé, le siège de notre activité consciente. Par contre, le cerveau droit, lui, régit nos souvenirs, notre créativité, notre émotion, notre inconscient. Donc cette partie-là est mise en éveil, alors que la partie gauche de notre cerveau est plutôt mise en veille, pour pouvoir travailler plus facilement avec notre imagination. L'inconscient. On va peut-être déterminer ce que ça veut dire ce mot-là, parce que finalement on l'entend beaucoup, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il signifie. On dit que un grand nombre de choses sont inconscientes, qu'elles se produisent avant même qu'on en prenne conscience. On est d'accord que notre inconscient régit toutes nos fonctions biologiques, notre rythme cardiaque, notre respiration. Ce ne sont pas des choses qu'on peut gérer, malgré tout, elles sont là. Elles sont inconscientes. Selon Erickson, l'inconscient constitue un immense réservoir de ressources et de connaissances. L'inconscient, il est naïf, il est joueur, et en même temps, il est plein de sagesse. La phrase préférée d'Erickson était « Vous savez beaucoup plus de choses que vous savez que vous savez ». En réalité, nous avons nos sens qui captent des millions d'informations à la seconde, à la minute, à l'heure. Et cependant, notre cerveau sélectionne une toute petite partie de ces informations pour nous être utiles au quotidien. À la fois,
Il stocke toutes les autres informations. Contrairement aux théories freudiennes, Milton Erickson avait une définition du poids assez simple de l'inconscient, puisqu'il disait que c'est tout ce dont on n'est pas conscient. Je vais vous faire un petit point sur l'historique de l'hypnose parce qu'il est important. On peut dire que toute communication humaine peut être considérée comme hypnose. On peut donc aisément imaginer que l'hypnose est aussi ancienne que l'humanité, tout du moins depuis que l'homme a compris que l'art de soigner passait par la relation avec le malade, faite de mots, de regards, de gestes. Il semble que l'on puisse retracer les origines lointaines de cette pratique chez les guérisseurs chamans, sur des peintures rupestres préhistoriques. De même, les Sumériens, en 3000 avant Jésus-Christ, ont décrit sur leurs tablettes des méthodes hypnotiques. Dans l'Antiquité, en Égypte, des écrits datant de Ramsès II, donc il y a 3000 ans, évoquent l'utilisation d'incantations pour traiter des maux touchant les voies aériennes supérieures. Des hiéroglyphes nous informent qu'Amon guérissait sans remède, et que les paroles d'Horus faisaient baisser la fièvre et amener la guérison. Les Grecs anciens pratiquaient une médecine par les songes dans des temples du sommeil. Le philosophe Socrate se décrivait comme un accoucheur d'âme. Plus récemment, depuis le XVIIIe siècle, nous avons eu Mesmer en 1766 qui développe sa théorie du magnétisme animal, puis James Braid en 1841, Emil Coe, célèbre pharmacien qui a développé sa propre méthode en 1900, Milton Erickson qui vers 1950 bouleverse toutes les conceptions de l'hypnose par son approche à lui, et on a plus récemment Daniel Arroz qui a créé la nouvelle hypnose depuis 1979. Je vais vous parler donc des différentes formes d'hypnose. On peut en répertorier 6 grandes catégories. On a l'hypnose traditionnelle, ou l'hypnose dite de spectacle, qui est connue, elle, depuis la nuit des temps, depuis des siècles, puisqu'elle est pratiquée depuis très longtemps dans les milieux scientifiques. S'agissant d'une hypnose directive, contrairement à l'hypnose ericksonienne, le thérapeute utilise un vocabulaire parfois autoritaire et a recours à des suggestions directes, s'apparentant à des ordres afin d'obtenir un état de conscience modifié rapide. Pratiquée par les illusionnistes ou les comédiens, elle est destinée à faire le show, elle se veut donc spectaculaire. Elle peut être pratiquée que sur certains sujets, particulièrement réceptifs. Et n'inclut bien entendu aucun travail thérapeutique. L'hypnose ericksonienne, celle que je pratique dans mon cabinet, est une hypnose où on utilise un langage d'influence qui invite en douceur le sujet à vivre un état modifié de conscience. On prend le temps, on s'adapte. Des patients rentrent très facilement en état d'hypnose, d'autres il leur faut davantage de temps. Il faut pouvoir être adaptatif. Au cours de la séance, le thérapeute adapte continuellement son attitude, son langage en fonction des signes qu'il va pouvoir voir chez son patient. Puisque quand vous êtes en état d'hypnose, vous êtes en état de relaxation. Cependant, votre corps continue de parler et votre visage, on voit vos expressions, on voit ce que vous êtes en train de vivre. On le voit également dans le rythme cardiaque, on le voit dans votre façon de respirer, on le voit dans plein de choses. Et à ce moment-là, c'est au thérapeute de s'adapter à vous pour pouvoir vous permettre de vivre ça le mieux possible, de la meilleure façon possible pour atteindre votre objectif. C'est une hypnose qui est particulièrement respectueuse de la personne, de ses valeurs, de ses croyances. Elle amène à sa propre réalité intérieure, considérant que chaque individu a une manière propre de vivre et de ressentir les choses. Les thérapeutes captent l'information du sujet afin de s'approcher au plus près de sa réalité, de ce qu'il vit, de comment il le vit. L'hypnose ericksonienne utilise des techniques de changement telles que les métaphores, les histoires, les anecdotes, beaucoup pour les enfants. C'est plus facile de travailler un enfant avec une histoire imaginaire où on va inventer un petit garçon qui va s'appeler bizarrement exactement du même prénom que votre enfant et qui va vivre la même histoire qu'il est en train de traverser dans son quotidien. Ça me fait penser à mes petits jumeaux qui ont 4 ans et qui ont des problèmes de sommeil. Eh bien, j'utilise les contes à grandir, je leur fais des petites histoires en fait où je leur raconte que quand ils se réveillent au milieu de la nuit et qu'ils ont peur, ce petit garçon dans cette histoire il prend son doudou, il le serre très 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 fort jusqu'à ce qu'il ait plus peur. Et bizarrement ça suffit à ce que pendant une semaine il ne se lève plus du tout de la nuit parce qu'ils ont cette facilité à se rappeler ce qui s'est passé dans cette histoire et à construire leur propre réalité avec cette histoire. On a également l'hypnose intégrative. Il s'agit d'une approche d'accompagnement thérapeutique, un outil de communication, d'évolution et de changement. Elle s'appuie principalement sur la subjectivité du sujet. On a l'hypnose conversationnelle. Donc le thérapeute entretient avec son patient une conversation, un échange thérapeutique, dont le point de départ est la problématique exprimée. J'utilise
effectivement, dans mon hypnose, l'hypnose conversationnelle. Parce que je travaille, je vais vous en parler après, énormément en régression hypnotique. Donc je vous fais revivre des moments de votre vécu pour pouvoir vous aider, vous développer des clés, des outils. J'ai besoin de savoir ce qui se passe pour vous, pour que je puisse améliorer la situation, la rendre positive, pour pouvoir libérer ce qu'il y a libéré dans ce moment à revivre. On a également l'hypnose humaniste, qui est une forme d'hypnose qui ne cherche pas à communiquer avec l'inconscient, mais avec une partie du sujet qui commande l'inconscient. La conscience majuscule. Le sujet va travailler en état de conscience augmentée. Et nous avons évidemment l'hypnose karmique, dont vous parlera Steph tout à l'heure. Je vais vous expliquer comment se déroule une séance, et en l'occurrence une thérapie hypnotique chez moi. Donc il y a tout d'abord la partie d'anamnèse. L'anamnèse, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de questions qui a pour but de recueillir des informations les plus précises possibles par rapport à votre objectif. Il est important de savoir ce que souhaite exactement un patient en venant consulter. Le praticien va donc questionner afin de déterminer son objectif réel. En effet, beaucoup de personnes consultent un thérapeute parce qu'ils ressentent un mal-être dans leur vie, en ont assez de ce boulot trop prenant, de ne pas faire ce qu'ils aimeraient. Bref, ils savent beaucoup plus ce qu'ils ne veulent pas que ce qu'ils veulent vraiment. Il faut absolument trouver quel est le véritable objectif. Un objectif est quelque chose de positif. Donc il faut le déterminer ensemble. Et parfois les patients viennent avec une certaine problématique et il s'avère que ce n'est pas le réel sujet qui les inquiète. Ça me fait penser à une patiente que j'ai eue vendredi par exemple. Cette jeune fille venait me consulter pour un problème de confiance en soi. Quand je creuse un petit peu la question, qu'est-ce qui se passe pour elle? En fait, elle pleure. Dès qu'elle est stressée, elle pleure. Dès qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas forcément l'affecter, elle se met à pleurer. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure de la conversation que ce qui lui pèse et ce qui fait qu'elle vient me consulter, c'est qu'elle veut arrêter de pleurer. Seulement pour arrêter de pleurer, il faut savoir ce qui l'a fait pleurer. Et en cherchant, en posant des questions, je me rends compte qu'effectivement, ce qui se passe, c'est que cette petite fille, quand elle avait 6 ans, quand elle rentrait de l'école et qu'il fallait faire les devoirs, elle avait une maman qui n'était pas très patiente et qui avait plutôt tendance à lui mettre une claque en lui disant qu'elle faisait exprès de ne pas apprendre, alors qu'elle était terrorisée, qu'elle n'arrivait tout simplement pas. Et bien qu'elle avait 18 ans, quand elle est venue me consulter, vendredi dans mon cabinet, c'était toujours cette petite fille de 6 ans qui pleurait tellement qu'elle était terrorisée. Donc, la thérapie qui était adaptée, c'était pas de faire de la confiance en soi, c'était de retourner dans le passé pour aller libérer, en fait, protéger cette petite fille de 6 ans, l'empêcher d'engranger cette émotion de tristesse qui déborde tout le temps. Si je n'avais pas pu creuser, je l'aurais fait une séance sur la confiance en soi, est-ce que ça l'aurait vraiment aidé? J'en suis pas persuadée. Dans mon travail, il y a 2 façons d'aborder les choses. Soit sur le traitement des conséquences, donc la confiance en soi, la perte de poids, l'arrivée bas, l'estime de soi, ça ce sont que des conséquences. Donc, pour mon travail, il suffit de faire une séance de coaching. Je n'aime pas faire ça dans mon cabinet. Donc ce que je propose à mes patients, c'est après une première séance où on a fait l'anamnèse, je propose un deuxième rendez-vous pour aller travailler sur les causes. Pour les conséquences, je les délivre sous forme de MP3. Je fais des séances d'auto-hypnose que j'enregistre moi-même, que je délivre gracieusement à mes patients, en fonction des problématiques qu'ils souhaitent voir améliorer. Et à ce moment-là, ils sont libres de travailler chez eux, à leur rythme, qui leur convient et de la façon dont ils souhaitent. Par contre, quand ils viennent me voir en cabinet, on va travailler sur les causes. Les causes, c'est les émotions. On a 4 émotions qui nous régissent. La colère, la peur, la tristesse, la joie. Autant vous dire que quand on ressent la joie, on n'a pas de problème, on ne vient pas me voir en général. Par contre, les 3 autres, il est nécessaire à un moment donné de les libérer. On se rend compte qu'en fait, dans le vécu, d'ailleurs très souvent lié à l'enfance, on n'a pas toute la connaissance pendant les temps adultes. Et face à certains événements dont on est confronté ou face à certaines explications qu'on a ou qu'on n'a pas en fonction de la façon dont on sait ou ne sait pas formuler des questions, on arrive à vivre ce qui s'appelle un trauma. Alors un trauma, c'est pas forcément un grave accident de voiture, c'est pas quelque chose d'incroyable, c'est juste une émotion vécue à un moment donné qui n'a mal été gérée et la solution a été d'engloutir cette émotion. Donc, je vous ai fait un petit cookie où vous voyez cette grande ligne au milieu qui représente la ligne de vie que vous êtes censé avoir. Au moment où vous naissez jusqu'à votre mort. Il s'avère évidemment, chaque personne vit des moments traumatisants dans son vécu. À ce moment-là, que se passe-t-il? Eh bien, notre ligne de vie bifurque, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc quand elle bifurque vers le haut, on a une personne qui devient plutôt extravertie,
qui parlent fort, en général des personnes qui prennent du volume, qui prennent de la place, qui prennent de plus en plus de place. Ou l'opposé, introverti. On est de plus en plus petit, on disparaît, on parle faible, on essaye de se fondre dans le paysage. On n'est pas écouté quand on s'exprime, d'ailleurs on ose à peine s'exprimer. Ces émotions qu'on engrange à l'intérieur de nous prennent de plus en plus de place avec le temps. Vous vous rendrez compte que chaque couple est composé de l'un et de l'autre. Ces émotions qui, au fur et à mesure du temps, prennent de plus en plus de place, elles nous coupent. Elles nous coupent de nos relations familiales, elles nous coupent de nos relations sociales, elles nous coupent dans nos relations de travail. Si on ne les libère pas à un moment donné, qu'importe l'approche, il faut les libérer, ces émotions. Elles ne sont pas bien à l'intérieur de nous. De toute façon, elles se manifestent par des maladies, par des dépressions, elles se manifestent de plein de façons. La façon qui va vous toucher plus, si pour vous le poids c'est quelque chose d'important, elle se manifestera par le poids. Si c'est la confiance, ça se manifestera par la confiance. Ça dépend quelle est votre corde sensible. Une fois qu'on a libéré l'émotion, on retourne sur notre ligne de vie et on est enfin en paix avec soi. Donc l'hypnose, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux enfants, pas avant 7-8 ans. Les enfants, avant cet âge-là, on travaille avec eux uniquement avec des comptes agrandis. Donc je conseille davantage aux parents qui sont intéressés pour aider leurs enfants d'aller à leur bibliothèque, par exemple, ou d'aller dans une librairie, d'acheter des ouvrages de Jacques Salomé, qui est quelqu'un qui a fait énormément par rapport à l'enfant, et de prendre un conte à grandir en fonction de la thématique, du problème que traverse votre enfant, et de prendre le temps de lui lire ce conte. Vous allez l'aider tout seul, vous avez besoin de personne. Par contre, passé cet âge-là, à partir de 7-8 ans, on peut arriver à travailler en hypnose. Donc les enfants sont très réceptifs, ils sont déjà connectés à leur inconscient quasiment permanent, ils arrivent à créer des univers. Je vais reparler encore de mes petits jumeaux, mais sur le canapé, ils sont capables de nous faire une voiture avec un coffre, avec des endroits. On n'a surtout pas le droit de s'asseoir sur le canapé, on ne rend pas compte, les pieds ne peuvent pas être par terre, ils doivent être dans le coffre. Donc ils arrivent à se créer un monde imaginaire incroyable, ils sont complètement connectés à cette partie-là de leur cerveau. Donc on n'a pas besoin, en séance, même quand ils ont 7-8 ans, d'aller très loin dans les inductions. Qu'est-ce qu'une induction? C'est la première partie d'une séance d'hypnose en fait. C'est ce qui permet de mettre le patient en transe hypnotique. Un enfant est tout de suite en état d'hypnose. Vous lui demandez de fermer les yeux, de visualiser un voilier, il y est déjà, vous dites que vous tenez la barre, et vous voyez déjà ses mains qui sont en train de s'actionner, il y est déjà. Donc avec les enfants, on travaille rapidement, une seule séance très souvent. Donc moi ce que je propose en général, c'est d'enregistrer la séance pendant que je la fais. Comme ça, je la délivre aux parents. Ils peuvent la réutiliser autant de fois que nécessaire pour aider l'enfant. Petite chose à savoir, en séance, les parents ne sont jamais invités à être présents dans le cabinet quand je fais la séance d'hypnose. Parce qu'on fait toujours du bruit malgré nous, et l'enfant va plutôt être attentif à ce qui se passe à côté de lui, plutôt qu'au travail qu'on lui demande de faire. Donc, ça rassure les parents, le fait que la séance soit enregistrée, comme ça ils savent exactement ce qui s'est passé pendant qu'ils n'étaient pas là. Avec l'adulte, on peut travailler donc sur des conséquences, donc la confiance en soi, l'estime de soi, la phobie, la jalousie, la mémoire, la concentration, faire des deuils. On peut travailler sur des multitudes de choses, le lâcher-prise, l'antistress, on peut travailler sur des dépressions. En fait, dans la mesure où on considère que chaque chose désagréable qui nous arrive est liée à une émotion, et que moi je travaille en libérant les émotions, je peux forcément vous aider sur chaque chose désagréable que vous subissez au quotidien. Voilà, j'ai terminé de vous présenter mon sujet. Si jamais vous avez des questions, je vous écoute. Oui. Enfant, c'est jusqu'à quel âge on considère un enfant? Jusqu'à 21 ans. 21-22 ans. Ouais. Vous avez parlé de la méthode Coué. Oui. Fabuleuse méthode, mais je connais la méthode Coué. Oui. Mais quel est le rapport avec l'hypnose? C'est de l'autosuggestion. Oui. L'hypnose et de l'autosuggestion. Quand une personne vient me voir pour arrêter de fumer, je lui dis juste qu'elle n'a plus envie de fumer, que la fumée est désagréable. C'est de l'autosuggestion uniquement en fait. En fait, la méthode Coué est une partie de ce que je me sers en hypnose. La PNL est une autre partie. La désensibilisation oculaire en est encore une autre. C'est une approche multidisciplinaire. C'est une approche dans laquelle on va utiliser plusieurs disciplines pour pouvoir, en fonction de la sensibilité de chaque patient, arriver à l'objectif.
Soyez pas timide. T'es trop précise. Merci de votre attention.